Bonsoir, bienvenue sur la libre antenne. Donc j'espère que tout le monde est à son poste ce soir. On a Pierre Jovanovic avec nous. Ça va Pierre? Bonjour. Ça va là, bah écoute, on peut se tutoyer, ça te dérange pas? Ah, je ne tutoie jamais personne, jamais tant personne. que je ne l'ai pas vu toute nue. Je suis désolé pour vous. Alors on va jamais se tutoyer alors. Non, moi ça me dérange pas. Non, je dis ça, c'est parce que on est un peu comme Carl Zero à l'époque, je sais pas si tu te souviens. Ah oui, tout à fait, oui, moi j'avais beaucoup de mal avec ça. Voilà, il tutoyait tout le monde, même Oui, les grands oui, hommes oui, politiques. je sais. Donc bon, on peut se vous voyer aussi, c'est vrai, ça met une certaine distance. Et alors, donc vous êtes, on peut dire, une égérie quand même du journalisme indépendant. Une égérie, vous savez, je n'ai jamais compris en fait pourquoi mes confrères n'ont pas décidé d'informer les Français comme leur métier, enfin le choix de leur métier les porte, enfin est censé les porter à le faire. Moi j'ai commencé en 2008, en février 2008, le 20 février 2008. Ouais. Enfin même un peu avant parce que j'avais commencé à potasser la presse internationale sur la crise et j'avais déjà commencé à faire des papiers à l'époque en disant attention là c'est quelque chose d'énorme risque de se passer, etc. Et vous avez vu que les Français n'ont découvert, enfin les médias traditionnels n'ont découvert la crise qu'en 2011, fin 2011. Ouais, c'est ça. C'est quand même incroyable. C'est en 2008. C'était... Voilà, je me souviens de la une du Parisien de Madame Lagarde, avec Madame Lagarde à la une, qui disait la crise est terminée. Strauss-Kahn qui expliquait que ça allait durer 6 mois, Alain Minc qui disait que ça n'affectait que 300 000 personnes, je sais pas quoi. Enfin bon, je veux dire, mais du mensonge permanent, quoi. Et depuis, en fait, depuis 2008, on est rentré dans un mensonge permanent. C'est ça qui est intéressant. C'est un mensonge des médias, surtout. C'est-à-dire que la presse économique, en fait, et surtout les journalistes économiques se sont bien gardés d'informer les Français. Je pense notamment à 2 journaux en particulier, Le Figaro et Le Monde. Plus Le Monde, encore plus Le Monde. Refus total de dire aux Français de ce qui se passait. Et c'est très grave, si vous voulez, parce que ce soit les médias ou les politiques, les soi-disant économistes, vous savez, il y a beaucoup de patrons d'entreprises, de PME, etc., des centaines de milliers de patrons d'entreprises qui ont pris des décisions sur le futur en fonction de ce que leur disaient les politiques, les économistes. Et aujourd'hui, c'est une catastrophe. Je veux dire, ce n'est que depuis maintenant 2 ans, ce ne sont que des licenciements permanents, tous les jours. Je veux dire, pas plus tard que ce matin, j'ai mis à jour le blog, vous avez une liste de licenciements qui est absolument effrayante. Il n'y a plus d'industrie de toute façon en France quasiment, ils ont tout tué. Il reste la question n'est même pas qu'il y ait de plus de... je ne sais pas si vous réalisez, mais enfin, je le dis très souvent maintenant depuis des années, mais ça va se terminer dans le sang. À un moment donné, si vous voulez, vous ne pouvez pas avoir la moitié du pays qui est au chômage et l'autre moitié qui bosse comme un dingue et qui paye aussi bien pour les retraités que pour les gens au chômage. C'est pas possible. Ça n'existe pas, nulle part. Nulle part. Donc voilà, et donc c'est le gros reproche qu'on peut faire effectivement aux journalistes économiques qui même aujourd'hui d'ailleurs ne font pas leur travail. Bah, quand on voit le journaliste phare là, de BFM, quand il s'appelle l'anglais, lui c'est quoi? C'est de la propagande. C'est France 2. C'est de la propagande, oui, c'est lui qui a expliqué qu'il y avait à Marine Le Pen Voilà. qu'il n'y avait pas de planche à billets, que les Américains ne faisaient pas de planche à billets. Ce serait ça merveilleux. Le mec s'est ridiculisé ce jour-là, c'est absolument incroyable. Et il est revenu à la charge avec un grand pont politique du libéralisme, avec Alain Madelin. Donc, oui, ils font pas de planche à billets. Mais c'est, enfin bon, je me suis déjà exprimé là-dessus en disant que c'était un vrai scandale, mais bon. Donc vous voyez que non seulement l'enseignement de l'économie, mais l'information de l'économie est volée aux Français. C'est destiné à les enfumer, à les endormir. Et puis le jour où tous ces gens se retrouvent au chômage, c'est là d'un seul coup qu'ils découvrent la réalité de l'économie. Et que ça fait très très mal. Parce que là, clairement, on peut dire, on en parlait en off, c'est une espèce d'oligarchie bancaire qui est en train de prendre le pouvoir, clairement, qui a pris le pouvoir et qui s'accapare un peu toutes les manettes, on va dire, politiques, économiques, médiatiques, Absolument. à tous les niveaux. Et donc on est cerné par ces gens-là, mais comment on peut les dégager? Parce que Vous ne pouvez pas les dégager aujourd'hui.
Ah, on peut pas les dégager. Non, dans le système politique actuel, vous ne pouvez pas les dégager. Aujourd'hui, il faut un coup d'État, il faut un dictateur, exactement comme ce qui s'est passé. Vous savez, j'ai publié il n'y a pas très longtemps un livre qui s'appelle 1789, la crise financière française de 1789 à 1799. C'est la situation exactement, c'est une photocopie. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce qu'ont vécu les Français après le 14 juillet 1789. Crise économique, parce que les révolutionnaires n'ont trouvé qu'un seul moyen pour trouver de l'argent, c'est-à-dire utiliser la planche à billets, faire tourner la planche à billets, et jusqu'à partir de 1792-93, même jusqu'en 96, vous aviez des émeutes dans toute la France, vous aviez les boulangers qui finissaient avec leur tête sur une pique, vous aviez des licenciements massifs dans les manufactures, à l'époque on appelait ça les manufactures, plus personne quasiment n'avait de travail, c'était la misère totale, parce que plus personne n'acceptait les assignats, qui était une monnaie de singe. Aujourd'hui vous avez la banque américaine, la Fed, qui inonde le monde d'une planche à billets, d'une pourriture, d'un poison, qui est en train de détruire toute l'économie européenne. Ça, il faut et à l'époque des révolutionnaires, je veux dire, les délocalisations n'existaient pas. Donc je ne sais pas si vous réalisez le drame qui se prépare. Ça va être consternant, c'est effrayant. Effrayant, ça va se terminer dans le sang. Il n'y a pas d'autre issue. Napoléon est arrivé, il a été appelé au pouvoir. N'oubliez pas ça. Il a été appelé au pouvoir pour remettre de l'ordre dans le pays. Et la première chose qu'il a dite, de mon vivant, je n'utiliserai jamais de monnaie papier. Et il a remis la France au standard or, au bimétalliste, or-argent. Exactement comme c'était le cas avant le 14 juillet 1789. Mais alors Napoléon, il y en a plein qui disent qu'il a été. Moi, je suis les enseignements d'Henri Guillemin. Il y a pas mal de vidéos là-dessus où lui il démontre que Napoléon était vachement en collusion un peu avec les Rothschild. Il a créé la Banque de France. Et que cette Banque de France. Non, Guillemin, non. Il est gentil, Guillemin, mais bon, je veux dire, c'est une part. Vous voyez ce que je veux dire, c'est peut-être intéressant, mais bon, je veux dire, si vous voulez vraiment étudier l'économie de la France, vous ne pouvez que faire une seule chose, c'est étudier l'or de la France. Hein, parce que l'or, pendant toutes ces époques, la seule chose qui garantissait la souveraineté à un pays, c'était ses stocks d'or. Donc il a créé la Banque de France, à l'image, si vous voulez, de ce que faisait la Banque d'Angleterre. N'oubliez pas, Napoléon voulait doter la France d'un outil régulateur. C'était ça l'idée de Napoléon. C'était pas du tout de collusion avec le Rothschild, il les détestait. Il détestait toute cette oligarchie financière. Il les haïssait, il les vomissait. Napoléon n'était pas idiot. Hein, mais je veux dire, regardez ce qui s'est passé, la fameuse bataille de Waterloo. Hein, les Rothschild ont fait leur fortune à la bataille de Waterloo, pas avant. Donc déjà, c'est des conneries. Vous me suivez? Ouais, c'est vrai qu'ils ont fait leur bataille sur leur fortune, ils ont fait parce que le messager est arrivé et que les Rothschild ont tout racheté la bourse de Londres, alors que l'Angleterre entière était persuadée que Napoléon avait remporté une fois de plus une bataille, en l'occurrence celle de Waterloo. Et ce n'est que le lendemain que tout le monde a appris que les Anglais ont gagné. Et c'était trop tard, les Rothschild avaient tout raflé. Donc c'est là où ils ont obtenu leur immense richesse, c'est pas avant. Voilà. Non mais c'est important pour la précision historique. Hein. Donc il faut que vous sachiez que toute utilisation de planche à billets se termine par une dictature. Parce que la planche à billets, si vous voulez, déclenche le chaos. C'est un poison qui détruit l'économie. Et à un moment donné, si vous voulez, les chômeurs sont tellement nombreux, les désordres sont tellement nombreux, les grèves sont tellement nombreuses, les morts par les magasins agressés, etc. Aujourd'hui, vous avez la même chose. Tous les cambriolages, on vous dit que c'est en hausse de 20%. Moi, les derniers chiffres que j'avais, c'était 70% de hausse dans Paris 17e. Hein, aujourd'hui, on vous a donné les chiffres, par exemple, de 30%, soi-disant. C'est 70%. Hein, mais ça ferait désordre, vous voyez, de donner ces chiffres-là. Voilà, donc Weimar, la République de Weimar allemande, n'oubliez jamais, c'est la faillite de la banque Rothschild-Anstalt qui a amené Hitler au pouvoir. Avant la faillite de la banque Rothschild, Hitler faisait 5% aux élections allemandes.
C'est après la faillite des banques allemandes, en l'occurrence la Rothschild-Anstalt, Ouais. qu'il a vraiment remporté la mise. Donc la crise financière allemande, en l'occurrence Weimar, a amené Hitler au pouvoir. Et il s'en est suivi quoi? Des guerres et la destruction en Allemagne. Milosevic en Yougoslavie a amené la planche à billets. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a détruit tout le pays. Il a volé l'épargne de tous les Yougoslaves. Et ça s'est terminé par une guerre civile et la destruction du pays. C'est toujours ça. La France aussi, hein. Enfin, je veux dire, la destruction de la France après 1789, c'était quand même quelque chose. Hein. La planche à billets est la chose qui détruit. N'oubliez pas, plus de 60% des gens qui ont été guillotinés, c'était surtout des commerçants. Hein, parce qu'ils refusaient d'accepter les assignats. Ils voulaient des pièces d'or et des pièces d'argent. D'accord. Donc ils étaient considérés comme L'enseignement de l'économie est volé. Parce que les gens qui gouvernent ne veulent pas que le peuple soit informé de ce qui se passe réellement. L'économie, ils ne veulent pas que les gens sachent ce que c'est. Ouais, comment ça fonctionne. Voilà. C'est vrai que sur l'économie, il y a toujours une espèce de... C'est un peu comme une science, c'est très barbare, on veut pas... C'est on veut pas qu'on n'importe quoi. s'intéresse, Mais c'est n'importe quoi. Je veux dire, une voyante, aura mieux fait que Strauss-Kahn ou Alain Mac. Elle aurait elle aurait fait son jeu de tarot, elle vous aurait dit, mais la crise, mais on s'en sort jamais. Ça va se terminer dans un bain de sang. Non, mais une bonne voyante, elle aurait été bien meilleure que Alain Mac ou Strauss-Kahn et Madame Lagarde. Parce que là, l'Union Européenne... Et je vous parle pas des Cohen et des machins, de ces économistes bidons, hein, qui à l'époque écrivaient des grands papiers dans le Monde en disant que c'est pas grave, c'est une crise pas grave. N'empêche qu'aujourd'hui on a 1 million de chômeurs. L'Espagne, j'ai vu, je crois que c'est la semaine dernière, l'Espagne, à cause de la crise économique depuis 2007, l'Espagne a enregistré 3 millions de chômeurs en plus. 3 millions. Je ne sais pas si vous réalisez. Ce sont des bombes à retardement. Ce sont des bombes à retardement. Et en France, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas en ce moment. Ouais, vous avez des manifestations toutes les semaines. C'est clair. Vous avez des manifestations toutes les semaines. Quand c'est pas les taxis, c'est le jour en colère. Quand c'est pas c'est Hollande démission. Quand c'est pas Hollande démission, c'est la manif contre le mariage pour tous, etc. Je veux dire, on voit bien que là, il y a quelque chose qui ne va pas et que la France se dirige vers un chaos. Hein, c'est très net. Tout le monde le sent en ce moment. Ouais, c'est clair. Tout le monde le clair. sent. Ouais. Et tout ça est dû à l'économie. Une économie saine, si vous voulez, c'est une économie où les échanges se font, où les gens qui s'enregistrent raisonnablement. Aujourd'hui, vous avez 1% de gens qui s'enregistrent comme des porcs, et tout le reste qui crèvent la dalle quasiment. Hein, ou qui sont obligés de bosser pour des salaires de misère ou à 20% au-dessus du SMIC. Voilà la réalité. Hein, c'est une réalité qu'on nous importe des États-Unis, qu'on veut nous importer. Et ça, parce que là, l'Europe, clairement, justement, elle se sent hyper mal à tous les points de vue. Vous avez bien décrit ces phénomènes, justement, de l'attaque des États-Unis sur l'euro. Ça, est-ce qu'on peut y revenir là-dessus? Parce que c'est pas fini, c'est encore en cours, ça. En fait, là, ils ont stabilisé, enfin, du point de vue des Américains, mais à un moment donné, l'euro, c'était surtout en 2009-2010. Ouais, il y a eu le feu, Et on a vu, je me souviens parce que je l'ai chroniqué sur mon site, dans la revue de presse, c'était vraiment intéressant. Et on a vu l'inversion, si vous voulez, de la valeur de l'euro, qui a littéralement plombé nos exportations. Littéralement plombé nos exportations. Aujourd'hui, on est à 20, à 30 parfois, ça dépend. C'est une catastrophe, c'est une véritable catastrophe. Les Américains ont mis une laisse autour du cou de l'Europe, hein, parce que Europe c'est une femme, hein, n'oubliez pas. Hein, donc ils ont mis une laisse, hein, et puis dès qu'elle veut bouger un peu, ils la resserrent. Vous voyez, c'est ce que je dis toujours, regardez le symbole profond, hein, de l'Europe. Hein. L'Europe c'est quoi? C'est l'enlèvement d'une femme par Zeus. Hein, qui se déguise en taureau, je crois, si mes souvenirs sont bons, et qui est sur une plage en Crète, hein, et qui l'emporte. L'Europe aujourd'hui est emportée par les États-Unis. C'est ça que vous devez voir. Le symbole profond est toujours là, plus criant que jamais.
Ah, parce que ça, on n'arrive pas à s'en débarrasser. On voit que les États-Unis, ils influencent à tous les points de vue. Ils sont de Mais ils ont plus tout en plus racheté. présents. Ils ont tout, voilà. Mais ils ont tout racheté avec leur planche à billets. Il y a exactement, j'ai chroniqué ça dans la revue de presse il y a 4 ans. BNP, à un moment donné, était très mal. BNP a une filiale qui s'appelle Klépierre. D'accord. Klépierre, c'est une grosse boîte qui rachète les centres commerciaux, les immeubles. Oui, Ouais, d'accord. c'est que des grosses propriétés foncières Gros immobilières. investissement, Voilà. ouais. Qu'a fait la BNP via Klépierre? Ils ont tout vendu à une grosse boîte américaine qui contrôle les centres commerciaux aux États-Unis. Voilà. Alors, je veux dire, c'est ce que font les Américains avec la planche à billets, ils rachètent tout. Regardez dans les villes en province, je mets au défi à vos auditeurs, spectateurs, regardez vos hôtels. Les hôtels dans les petites villes, c'est Best Western. C'est Best Western, ouais, qui rachète tout. Ouais. C'est Best Western qui rachète tout, c'est une chaîne qui rachète tout. Et tout est à l'avenant comme ça. Nos banques Goldman Sachs possède une partie de la Société Générale. BlackRock possède je ne sais plus si c'est la BNP ou peu importe. JP Morgan possède 10% de TF1. Ils ont pris le contrôle de l'intégralité de nos biens. Il y a un scandale en ce moment au Danemark où une partie du gouvernement a démissionné parce que Goldman Sachs a essayé de racheter l'EDF local. Hein, ils veulent mettre 20% dedans. Ils sont en train de tout racheter. Voilà pourquoi l'Europe a été faite. C'est pour permettre aux multinationales américaines de tout rafler. Voilà. C'est ça, c'est simple, clair et net. Et de nous absorber un peu en plus sans s'en rendre compte, quoi. C'est un peu ça. Parce que... Exactement, c'est une absorption. Et au final, c'est de transformer l'Europe en une espèce de copie conforme des États-Unis. Hein, on en parlait tout à l'heure en antenne. Hein, vous l'avez vu vous-même, hein, vous me l'avez dit. Et on va vers ça. Donc vers les États-Unis, d'ailleurs le traité transatlantique, c'est fait pour ça. C'est l'aboutissement global. Et ça sera la grande trahison de nos politiques. Ils prendront les clés du pays et le donneront aux Américains. Paf. Voilà. Et en France, vous aurez un gouverneur. Ouais, c'est comme... Genre Ponce Pilate, vous voyez. Voilà, l'ancien empire romain, voilà. ça rappelle vaguement... Exactement. Les c'est ça. provinces romaines, la France. Oui, mais c'est ça, c'est l'Empire. Ouais. C'est le Soral l'a très bien vu dans Comprendre l'Empire. Ouais. Il l'a très bien vu. Je parle souvent de Soral parce que son livre Comprendre l'Empire m'avait vraiment marqué dans le sens où on a eu 2 livres qui sont... Enfin, mon livre 777, La chute du Vatican et de Wall Street, est sorti en même temps. Enfin, lui, il est sorti peut-être 15 jours plus tard. Et on est arrivé exactement, en prenant des chemins, mais totalement différents, on est arrivé exactement à la même conclusion. Hein. C'est-à-dire que c'est l'affrontement de l'Ancien Testament contre le Nouveau. Voilà. C'est le monde du Christ contre le monde de Yahvé. Hein, voilà. C'est ça que vous devez voir. Ouais, c'est ça, c'est comme ça, on pourrait le mettre de façon allégorique un peu. C'est ce qui est en train de se passer, quoi. Et c'est ce qui est en train de passer, mais si vous si vous inversez justement, je vous dis, la version allégorique, ça vous permet, si vous voulez, de voir le résultat d'une autre façon. Et d'ailleurs, la preuve, si vous voulez, le 777, je l'ai écrit, je sais pas, en 2008, je crois. Ouais. En 2008, donc on est en 2014, vous vous rendez compte. Et tout ce que j'ai écrit dans le 777, aujourd'hui, devient réalité. Entre autres, vous avez parlé de la mort, la démission du pape Benoît XVI. Oui. Ouais. Hein, voilà, donc j'ai annoncé clairement, hein, c'était clair, net et précis. Hein, et dans un mécanisme intellectuel, si vous voulez, que les lecteurs pouvaient partager, et c'est exactement ce qui s'est passé. Benoît XVI a été éjecté. Voilà, donc et tout va se dérouler maintenant exactement comme c'est décrit dans 777. Et ça fait un peu peur. Ouais, un peu, ouais. Parce que donc, ça veut dire on se dirige vers une espèce d'apocalypse, un peu, c'est ça une espèce... Mais c'est pas tant l'apocalypse, si vous voulez, c'est une sorte de combat, c'est une sorte de combat final, si vous voulez, c'est ce que vous devez voir. Hein, c'est justement cette mise en esclavage des gens, hein, à laquelle vous assistez aujourd'hui. Ah, complètement, ouais. Hein, c'est une mise en esclavage des gens. Hein, c'est sur mon blog de ce matin. Un lecteur va payer son tiers provisionnel au centre d'impôt, au trésor public. Hein, il leur devait, je ne sais plus combien, 2000 euros.
Donc il y va, il pose les 2000 euros sur devant le caissier. Et le caissier lui dit, non monsieur, il y a une loi qui a été votée, vous ne pouvez plus payer en liquide, vous êtes limité à 300 euros maintenant. Avant c'était 3000. Et figurez-vous que c'est une loi qui a été votée le 31 décembre ou le 30 décembre 2013. Vous voyez, pendant que tout le monde était en vacances, hein, c'est comme la loi du 3 janvier 73. Tout est fait derrière le dos du peuple, c'est ça que vous devez voir. Tout est fait dans le dos du peuple. Hein, les petites lois, c'est comme la Fédérale Réserve, hein, qui a été constituée au 23 décembre 1913. Hein, pendant que les mecs étaient partis en week-end, hein, les autres qui étaient payés, ils ont voté la constitution de la Fédérale Réserve. Voilà. Ouais, ça c'est toujours dans C'est toujours dans ce moment-là ou au 15 août. Cherchez pas. Ouais, ça c'est vraiment dans le dos. Et donc aussi, je voulais parler un peu de la Grèce, parce que je sais que vous avez fait un voyage en Grèce. Plusieurs, voilà. Donc, parce que la Grèce, il se passe quoi réellement? Parce qu'on a toujours, d'un côté, le son de cloche, on va dire, des mainstream qui nous mentent, mais on le sait très bien, mais qui nous présentent la situation comme aube dorée, les gens se réfugient vers un parti fasciste. Mais est-ce que l'apparition de ce parti aube dorée, c'est un peu piloté, ça arrange pas quelque part pour mettre de la confusion dans le débat politique et empêcher la Grèce finalement de sortir de l'euro? Non, enfin, il y a eu plusieurs choses. Aube dorée, si vous voulez, c'est le succès de Aube dorée, donc qui est un parti fasciste, hein, clairement, a été dû parce que c'était le seul parti qui défendait le peuple grec. Le seul, hein, je précise. Et qui dénonçait justement tous ces excès de l'Europe, etc., de la Troïka, et de cette mise en esclavage totale du peuple grec. Imaginez par exemple que pour payer leurs impôts, le paiement de leurs impôts a été mis sur leur note EDF. Donc vous êtes en retard, vous ne payez pas vos impôts, vos taxes, on vous coupe l'électricité. Non mais attendez, je ne sais pas si vous imaginez où ils en sont. Hein, aujourd'hui, vous avez les Grecs qui ne peuvent même plus payer les maisons de retraite de leurs parents. Les maisons de retraite sont toutes en train de faire faillite les unes après les autres. Ils sont en train de sortir les vieux. Et pendant ce temps-là, vous avez les petits merdeux là, de Canal+, hein, qui a fait son petit reportage en Grèce à Athènes au moment même où j'y étais. Et la seule chose qu'il a trouvé à dire, c'est qu'il y a eu un chanteur grec d'extrême gauche qui a été assassiné par les mecs d'extrême droite. Une histoire de couleur d'affiche banale, comme on en a eu plein en France, en Espagne, etc. Hein, mais il s'est bien gardé, si vous voulez, de donner la vérité aux gens. Hein, la vérité sociale. Hein, l'explosion de la pauvreté, du taux de suicide absolument phénoménal, du jamais vu en Grèce. Hein, du jamais vu. Le chômage. Hein, maintenant, vous avez des annonces dans les journaux en disant est-ce que vous voulez travailler gratuitement? Parce que les gens, à force de s'ennuyer chez eux, hein, ils disent vous voulez pas venir travailler dans un hôtel au bord de la mer? Bon, au moins vous ne serez pas payé, mais vous aurez le soleil et la plage. C'est génial. Voilà où on en est. Vous avez toujours les profiteurs. La Grèce est leur laboratoire d'essai. Les Grecs ne se sont pas révoltés. Et la mise à mort d'Aube dorée a été réclamée par Israël. Hein, et il se trouve que j'y étais à ce moment-là par hasard en plus. Et le plan qui a été monté pour défaire Aube dorée est exactement le même qui a été utilisé pour défaire Dieudonné. J'ai vu beaucoup de similitudes dans la manière dont ça a été fait. C'est exactement le même. Et à partir du moment où le gouvernement grec a fait tomber Aube dorée, le patron d'Aube dorée, comme par hasard, le lendemain ou 2 jours plus tard, la Banque d'Israël a fait savoir qu'ils étaient extrêmement satisfaits et qu'ils allaient signer des accords et qu'ils allaient investir dans les banques grecques. Eh oui. C'était J+1 ou J+2, je ne me souviens plus. Donc, vous voyez que c'est de l'importance d'aller sur le terrain. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier mes lecteurs, parce que ce sont mes lecteurs qui ont financé tous mes déplacements l'année dernière. Donc, j'ai pu faire Chypre, Grèce, etc., Quimper. C'est extrêmement important. Bah oui, parce qu'on n'a pas beaucoup. Je suis le seul journaliste d'ailleurs qui ne se fait pas insulter sur le terrain.
Non mais c'est vrai. Ouais, parce que les autres, ils sont très malvenus. Ah non mais j'étais au jour de colère là, il y a un peu plus d'une semaine. Ouais. Toutes les 3 minutes, je serrais la main des gens qui passaient. C'était super, hein. C'était vraiment sympa. Ouais, je pense qu'il va y avoir une fédération maintenant de médias indépendants. Enfin, il y aura certains médias. Les gens vont commencer à faire la différence, quoi, entre les journalistes Vous indépendants. faites la différence, vous avez deux, vous comprenez, vous faites la différence. Vous voyez bien que vous n'avez pas lancé votre télévision par hasard, vous Ouais, vous bien êtes bien sûr. rendu compte qu'il y a un mensonge permanent. Ah ouais, complètement. Le plus grand mensonge, c'est Canal+. Cette chaîne, c'est une véritable poubelle, quoi. Ah ouais, c'est Canal+, le grand journal, le petit journal, c'est absolument effrayant. c'est horrible. C'est effrayant. Le petit journal, je crois qu'il remporte la palme. La palme de la désinformation la plus totale, quoi. C'est absolument grandiose. C'est les seules chaînes sur lesquelles vous pouvez rôter, péter tranquillement en direct devant des millions de gens. C'est formidable. C'est magnifique. Non mais c'est extraordinaire comme média. Mais c'est vrai que Yann Barthès, il est parti dans un principe de désinformation, mais dégueulasse, quoi. Vraiment dégueulasse. Alors il y a beaucoup de gens sur le chat, on est désolé, on ne peut pas répondre à toutes les questions parce qu'ils sont pleins. Alors il y a beaucoup de gens qui vous disent bonjour, excellent invité. Alors dites-moi, Voilà, M. Jovanovic a ouvert la voie de la réinformation économique depuis 2007 et nous pouvons lui en être reconnaissants. Cependant, en tant que musulman, je suis heurté, non pas quand il peste sur la racaille de cité qui se comporte mal et qui jette l'opprobre sur toute une communauté, mais quand M. Jovanovic amalgame volontairement la racaille et les pieux musulmans qui classent visiblement comme une sous-civilisation en comparaison de la civilisation. Oh non, il abuse là. Oh. Là, il abuse. Ah bam. Là, il abuse. Il abuse un peu. Oui, non, mais c'est très marrant. Ils sont toujours dans l'excès. Hein. Ils sont toujours dans l'excès. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc oui, bon, Abam apparemment, propos un peu abusés. Alors, quand on voit ce qui se passe en Grèce, il y a une volonté de mettre ce pays à genoux. C'est en fait le 4e empire que représente la Grèce. Cela est inscrit dans l'agenda des juifs sionistes, la destruction de l'empire gréco-romain. On comprend mieux les choses, c'est assez clair. C'est qui veut faire. Non, là c'est on rentre. Non. Regardez bien. Il faut pas regarder du côté des juifs. Il faut regarder du côté des Américains de Washington. Regardez bien ce qu'ils ont détruit comme pays. Ils ont détruit le berceau de la civilisation. Sumer. Hein, les Sumériens, c'est le berceau de la civilisation. L'écriture est née à Sumer. Hein. Ils ont détruit l'Irak. La première chose qu'ils ont faite, hein, quand ils ont commencé à bombarder Bagdad, rappelez-vous, hein, ils avaient fait poster une sécurité privée autour du ministère du pétrole. Hein, elle était cernée, celle-là n'a pas été bombardée. Et comme par hasard, à partir du moment où la guerre a commencé, des pilleurs organisés sont rentrés dans le musée, ils ont tout volé. Ouais. Où avez-vous retrouvé des pièces? Au musée de New York, comme par hasard. Vous avez deux berceaux de la civilisation humaine. Vous avez Sumer, ils sont bien avant, hein, et vous avez la Grèce. D'accord? Donc vous avez ces deux berceaux qui sont en train de détruire. Ils sont en train d'en effacer les traces. Ouais, parce que... Non mais c'est important de le noter ça. Hein. Non, c'est très important parce que sur cette guerre en Irak, il y a eu des témoignages, alors, je sais pas, vous en avez peut-être entendu parler, de commandos américains qui allaient assassiner au sabre certains Irakiens qui étaient ciblés et qui appartenaient tous à la tribu des Nestoriens. Alors, non, moi j'ai pas d'informations, mais en tout cas, je vois pas pourquoi il les tuerait au sabre. Hein. Ils ont des armures, enfin, je veux dire, des armes un peu plus sophistiquées quand même. Bah justement, ouais, c'était les témoignages. À moins que ce soit... Non, mais ce qui est fort possible, c'était une armée privée d'Irakiens. Oui, là, c'est possible, oui. Mais je ne suis pas vraiment surpris, si vous voulez. La mascarade des États-Unis, pour moi, je suis d'accord. Alors, je vais faire plaisir à tous les musulmans qui nous regardent, parce que il y a une personne avec laquelle je suis d'accord, et j'aurais jamais imaginé dire ça un jour, hein, c'est l'ayatollah Khomeini, hein, qui a décrété, mais c'était un mystique, hein, Khomeini, et il a vu, je sais pas, il a dû avoir une sorte d'extase, une expérience mystique, il a décrété que l'Amérique c'était le grand Satan. Je suis d'accord avec lui 200%. 200%. Ouais, l'Amérique a quelque chose de satanique dans sa conquête. Totalement. Parce que l'Amérique, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, j'ai l'impression que dans les années, encore jusque dans les années 80 à peu près, ils avaient encore cette image de faire rêver. Et puis à partir des années 90, ils ont commencé à faire peur. Et les années 2000, alors là, on est dans le cauchemar. Là, mais justement, il faut que vous compreniez que le basculement, ça a eu lieu dans les années 76-77. Hein, c'est ce qu'on a commencé à appeler les années fric. Ouais. D'accord? Les années fric, c'est quoi? C'est Wall Street.
C'est l'avènement de Wall Street. C'est l'année où Goldman Sachs s'est introduit en bourse. C'est là où Goldman Sachs, qui était une petite banque d'affaires, une petite banque par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui, c'était microscopique. Où ces banques, où les financiers ont commencé à prendre le pouvoir. C'est là où le premier film Wall Street est sorti. Mais surtout, regardez bien, ça correspond, si vous voulez, à la sortie hors des États-Unis. Ouais, voilà. 71, le grand basculement, il est là. Il y a eu un flottement de 2 ans, de 2 ans, 3 ans, où il y a eu une inflation absolument phénoménale aux États-Unis, où le dollar est tombé à 2 francs. Je m'en souviens, parce que j'avais à l'époque, 13-14 ans, et je me souviens de la une de François, que mon père ramenait tous les jours. Et le dollar était tombé à 2 francs. Alors qu'avant, c'était 5 francs. Vous voyez, et donc ils étaient démolis par leur sortie hors. Plus personne ne leur faisait confiance. Et c'est à partir de ce moment-là où ils ont décidé de transformer, vraiment de détruire tous les autres pays pour leur voler leur économie, parce que leur monnaie BIP ne repose sur rien. Ouais. Donc ils ont décidé, puisque leur monnaie ne repose sur rien, de voler tous les autres pays. Alors, s'il y a des Algériens qui nous regardent, je dis, regardez la taille de l'ambassade des États-Unis là-bas. Vous allez comprendre. Ouais. L'importance, si vous voulez, l'importance que l'Amérique accorde à un pays, vous regardez la surface de son ambassade et de ses consulats, etc. Vous regardez combien de mètres carrés ils utilisent et vous voyez exactement quelle est l'importance pour Washington au niveau de la corruption. D'accord. Alors, il y a encore pas mal de messages. Alors, qu'est-ce qu'on a dit encore? Oui, il y en a Alors, pas. C'est quoi là? alors- Je vois un message là, il est la trouille, c'est de quoi il parle là? Alors, trop d'accord avec ce qu'il vient de dire. Les USA ont détruit l'Irak, mais c'est les sionistes qui ont poussé pour attaquer l'Irak. C'est Mehdi Landry qui a dit ça. Il a la trouille, non mais ça peut-être sur un message d'avant. Bonsoir à toi Jojo, l'exé et les boutons de la chemise vont péter, c'est Pascal Ami. Oui. C'est une chemise qu'on m'a offerte, mais c'est un peu XL, mais alors Ouais, ils ont remarqué c'est un la peu chemise, léger, il y a pas mal oui. de commentaires. C'est un peu... Alors, on nous dit aussi, que pensez-vous pensez-vous que ce soit vraiment en bonne voie pour un soulèvement? C'est Moubou qui dit Oui. ça. Ah oui. On est en bonne voie pour un soulèvement. Bah, on le voit, on l'a vu sur les 2 manifestations au cours de ces C'est ce que j'ai remarqué aussi. 9 jours. On voit bien que la France est divisée en 2 maintenant. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez la France bourgeois bohème. Hidalgo, pour moi, c'est l'illustration parfaite. Ou alors les bourgeois bohèmes du Marais, vous voyez, tous les homosexuels, comment on dit, les WASP en anglais. C'est-à-dire qu'ils ont pas d'enfants, mais ils ont 2 salaires, donc ils ont un pouvoir d'achat colossal, vous voyez. Donc voilà. Et puis vous avez l'autre côté, vous avez, alors ça représente 20% peut-être de l'ensemble de la zone. Et puis vous avez 80 autres % qui comment dire, représentent la France profonde, les gens qui sont au chômage, qui se battent tous les jours pour essayer de trouver un boulot, ou alors les gens qui ont un boulot mais qui balisent parce qu'ils ont peur de perdre leur boulot du jour au lendemain, vu les temps économiques actuels. C'est ça, il y a une division de la France en ce moment. Mais il faut voir que, comme dans tout système, ce sont les 20% ou même les 10% qui tiennent les médias. C'est eux qui tiennent les médias. C'est eux qui vous disent ce que vous devez croire, sur ce que vous devez penser, quelle information est importante par rapport aux autres. C'est quand même incroyable. Non mais c'est triste. Ouais, c'est triste. Alors, ça voudrait dire que, par exemple, aujourd'hui, une nouvelle Bastille, ce serait aller prendre TF1, quoi. Pardon? Une nouvelle prise de la Bastille, aujourd'hui, ce serait la prise de TF1. Oui, bien sûr. Vous savez, dans les révolutions, en général, les révolutions récentes, c'est les premières choses qu'ils prennent, effectivement, ce sont les télés et la radio. C'est les télés et la radio. Regardez en Égypte. Ouais. En Égypte, le premier endroit où ils sont allés, c'est la télévision. Vous prenez le contrôle en Afrique. Tous les coups d'État en Afrique, c'est la première chose qu'ils font, c'est la radio et la télé. C'est bonjour, c'est un coup d'État. Les Inconnus avaient fait un très bon truc là-dessus, sur
les télévisions, là, puis même les informations. Ils ont fait un très bon truc sur les différentes manières de, comment dire, de présenter les informations en fonction des pays. Je sais plus comment ça s'appelle. Alors là, il y a quelqu'un qui nous dit « Je suis algérien, la taille de l'ambassade n'est pas assez conséquente, désolé de vous contredire, c'est qui le Fed ?» Ouais, je sais pas, sur l'ambassade d'Algérie. Ne regardez pas les sionistes, mais l'Amérique, ouais, si on regarde le pouvoir de l'EPAC sur le Congrès, on retombe sur la case départ. Ah oui, est-ce que ce grand pouvoir des sionistes, alors ça, là aussi, on pourra en parler, c'est vrai, est-ce qu'il est aussi... parce que dans l'affaire, quand même, Dieudonné, ce qu'on en ressort, c'est le pouvoir quand même tout puissant quand même de la LICRA, bien sûr. La LICRA du CRIF, quoi. Enfin, non mais là, la LICRA était d'une maladresse, la LICRA était d'une maladresse mais sans égale sur cette affaire. Ce qu'il en est ressorti, ce que j'en ai ressenti, et j'ai écouté Zemmour, c'était très intéressant parce qu'il a ressenti exactement la même chose. J'en ai discuté avec d'autres journalistes qui sont au Figaro. Et ils me disaient tous que la LICRA a fait l'erreur, sa dernière erreur. C'est-à-dire que plus jamais les Français ne verront le système politique indépendant. Ils verront que ce sont surtout et avant tout les organisations communautaires qui vont véritablement piloter les décisions du gouvernement. Et là, c'est terrible parce que le gouvernement, et Valls en particulier, est entaché par cette affaire Dieudonné. Littéralement. Donc il y a un vrai pouvoir. D'ailleurs, la loi Guesso est un vrai scandale. Enfin, à mon sens, en tant que journaliste, je ne comprends pas. Je veux dire, j'ai jamais compris comment mais ça aussi, cette loi Guesso a été votée principalement sous le poids des communautés. Clairement, puisque cette loi, en plus, elle a été faite pour faire taire les historiens, pour empêcher qu'on puisse aller fouiller dans cette période-là, un peu. C'est un peu ça. Mais vous pouvez fouiller dans cette période-là, je veux dire, n'importe qui, enfin, je veux dire, vous pouvez le faire. Vous savez, moi j'ai travaillé, dans mon livre Enquête sur l'existence d'ange gardien, il y a un chapitre qui est consacré au général Patton. Ouais. Et j'ai pu consulter donc son journal intime, hein, parce qu'il a commencé son journal intime à l'âge de 17 ans. Donc c'est intéressant et ça a été même publié. Et il raconte son séjour au Maroc et surtout il raconte ensuite sa découverte des camps de concentration. Et je me souviens même plus si c'est Bradley ou lui, mais je crois que c'est Patton qui, quand il a découvert le premier camp de concentration, il a pété un plomb. Il a ordonné à ses officiers, à ses hommes de troupe, d'aller chercher la totalité de la population de la ville allemande. D'un côté pour qu'ils viennent voir. Et il les a fait défiler un par un. Et les a obligés à rester pendant... Enfin bon, c'est quand même assez intéressant. Donc on peut discuter, si vous voulez, du nombre. Hein, du nombre de morts. C'est un peu comme les communistes, hein, vous savez, qui disaient la France avec ses 9 millions de morts pour la soi-disant liberté, et puis De Gaulle qui avait dit à Duclos, oui bon ça va, arrêtez vos conneries. c'est bon, on les connaît vos 9 millions. Hein. C'est un peu le même genre. Mais n'oubliez pas que c'est surtout une affaire financière. L'Allemagne paye toujours. C'est surtout des affaires financières à la base. Ouais, en plus, il y a eu plein d'escroqueries, puisqu'on a vu qu'il y en a plein qui étaient nés après la guerre et ils touchaient des indemnités de l'Allemagne. Oui, enfin moi j'ai pas suivi ça, mais je suis pas. Là-dessus, je suis pas vraiment étonné, quoi. Je suis pas étonné. Ce que je regrette, si vous voulez, dans cette affaire, cette espèce de disproportion. Voilà, ce qui est intéressant. Si vous voulez, cette espèce de disproportion totale par rapport aux 60 millions de morts du système communiste, par rapport au génocide des Arméniens. On a l'impression, si vous voulez, qu'il y a une espèce de hiérarchie, si vous voulez. Je vous parle même pas de ce qui s'est passé en Angola. Hein. Voilà, ou même au Congo, il y a des millions de morts. C'est des Noirs. Ouais, voilà. Franchement, ça va. Mais ça, vous comprenez bien ce que je veux dire. C'est Dieudonné, c'était justement l'idée de Dieudonné. Hein. Pourtant, ce qui s'est passé en Angola il n'y a pas si longtemps, c'est une des pires scènes de l'humanité. Hein, tout, on peut prendre 3000 ans d'histoire. Je pense que ce qui s'est passé en Angola pourrait figurer dans le top 5, hein, sans aucun problème. Donc vous voyez que dans les histoires de génocide, si on compare l'Angola aux Allemands, je pense que les Allemands, là, ils sont très propres à côté. Hein. Non mais c'est consternant, mais malheureusement, il faut voir ça comme ça.
Hein. Donc on a l'impression, si vous voulez, que qu'on ne peut pleurer ou que fondamentalement que pour une seule communauté. Voilà. C'est mon, Bah, c'est mon sentiment. c'est vraiment, voilà, c'est ça que... C'est mon sentiment, et d'autant mais plus, si celui vous de voulez, que moi beaucoup j'ai de Français, vous savez, moi j'ai eu 2 mamans, on va dire ça comme ça. Hein, j'ai eu surtout une nourrice qui était juive. J'ai un attachement profond pour elle en tout cas. Mais j'ai absolument aucune, et systématiquement, mais aucune, comment dire, j'arrive pas à comprendre pourquoi, en plus, ils se complaisent, surtout à mettre ça en avant, comme si c'était, comme, je veux dire 50 ans plus tard, je veux dire ça va quoi, c'est bon. Bah, parce qu'il y a moi j'ai l'impression que c'est une espèce de chantage après permanent qui permet de tout faire passer, quoi. On fait tout passer grâce à ça, quoi. Je pense que ils sentent également que le renouvellement des générations fait que bon, il faut insister pour que pour que ça puisse tourner, Ça puisse continuer. Ouais. ça puisse continuer. On peut voir ça que sous cet angle-là aussi, ça peut être intéressant. On me demande, ah oui, donc nous on voulait, qu'est-ce que vous pensez de la date du 14 juillet 2014 pour, est-ce que en termes numérologiques, J'ai pas compris. le 14 juillet 2014, qui va arriver là bientôt, cette date-là. Moi je suis pas du tout branché numérologie. Ah bon, bah je sais pas, c'est ce que nous avait dit Eurasien. Il disait, demande-lui pour le 14 juillet 2014, il taquine la numérologie Pierre. Voilà. Non mais moi je suis pas du tout dans la numérologie, contrairement à... Eurasien. Contrairement là, il faudrait qu'il lise mon livre de 777, parce que c'est pas du tout un livre de numérologie. Hein. Je suis désolé. Je suis désolé de... Ça a à voir avec la chute de Wall Street. C'est le moins 777 qui était affiché sur le tableau de bord du Dow Jones. Donc, mais c'est pas vraiment un... Puis le vol 77 aussi pendant le 11 septembre. Voilà. Alors on nous dit aussi Kill the Fed. Monsieur Giovannucci, dites-nous à qui appartiennent la Fed et la Goldman Sachs. Alors la Fed, alors contrairement à son nom, à la base, la Federal Reserve, c'est le mot réserve qui est important. Réserve. Parce que à l'époque, en 1913, les Américains étaient sur le standard or et argent. Mais plus or que argent. Voilà. Et la réserve désignait les stocks d'or qui couvraient le dollar. C'est-à-dire que pour 100 dollars, avant 1913, pour 100 dollars, ils étaient censés, tiens, il est là, pour 100 dollars, ils étaient censés avoir 100 dollars d'or. Voilà, je ne sais pas si on voit bien, là. Voilà. Et donc, déjà, la Federal Reserve, ça a été le plus grand vol mais les Américains ont l'habitude de se voler les uns les autres, et surtout leur propre peuple. La première chose qu'ils ont voté, c'est de dire, ah ben non, il n'y a plus une couverture de 100%, on passe à 40%. D'office, plaque. Donc ils ont niqué les Américains de 60% de leur couverture or, comme ça. Pouf. Voilà, ça c'est la première chose. Et ensuite, la Fed a été conçue par un banquier qui s'appelle Monsieur John Pierpont Morgan, avec les autres banques de l'époque, et afin de prendre le contrôle de la création monétaire. Et en même temps qu'ils ont pris le contrôle de la création monétaire, ils ont inventé l'impôt sur le revenu pour compenser le taux d'intérêt que le gouvernement devait leur payer. C'est-à-dire que eux, ils prêtaient de l'argent au gouvernement à un taux d'intérêt. Donc le gouvernement ne s'y retrouve pas, puisqu'il devait payer en plus un taux d'intérêt. Donc le gouvernement a décidé à inventer l'impôt sur le revenu, et là-dessus, donc c'est les gens qui payaient le taux d'intérêt que le gouvernement payait aux banques privées. Voilà. C'est ce qui se passe en France aussi, puisque c'est... Non, attendez. C'est pas la même chose. Le revenu, l'impôt sur le revenu, si mes souvenirs sont bons, ça date de 1913 ou 14, mais c'était pour contribuer à l'effort de guerre. Ce qui revient grosso modo à la même chose. D'accord. Parce que...
Mais il n'a pas été supprimé après la guerre, Il c'est a ça que pas... je voulais dire. Voilà, ils ont gardé. Un Disneyqué. Voilà. Parce que là, en plus, Un Disneyqué. ça- Ouais, non, mais c'est ça. parce qu'en plus, ça correspond, c'est-à-dire, je crois, ce qu'on récolte avec l'impôt sur le revenu, ça correspond en grosso modo à ce qu'on donne en intérêt aux banquiers, quoi, en France. Ouais. Voilà. Donc aujourd'hui, la réserve fédérale, c'est toujours, d'ailleurs c'est extrêmement opaque parce que personne ne sait vraiment, si vous voulez, quels sont les banquiers qui sont à la tête de ça. Ben Bernanke est toujours resté opaque. Vous avez toujours les. Alors la réserve fédérale elle-même est divisée. Alors je ne sais plus combien de banques. Vous avez la réserve de Saint-Louis, par exemple. Vous avez la réserve de New York. Vous avez la réserve de San Francisco, de Los Angeles. Vous voyez, vous avez différentes Ah réserves. bon, elles sont pas... Oui. Et c'est un conseil d'administration de ces 12 ou 15 membres. Ils se retrouvent et ils votent les différents programmes. C'est comme ça que ça se passe. D'accord. Oui. Ah, c'est très compliqué. Quand même. Alors, je pense même que ça a dû se fragmenter, si vous voulez, que la réserve de Saint-Louis, par exemple, doit piloter les banques de leur côté. Mais je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de Ça veut dire que la ça réserve peut- fédérale. Ça peut exploser, ça. C'est quoi alors Mais, mais attendez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Avec la planche à billets, vous imaginez qu'il y a encore un mois, ils étaient à 85 milliards de dollars de planche à billets par mois. Par mois. Ouais, parce que la réserve, elle en est à Je veux dire, vos spectateurs, avec leur imprimante, hein, il faut que vous compreniez que seule la corruption de nos politiques et de tous les politiques européens permet d'accepter une monnaie qui est une planche à billets. Ouais, parce que concernant... L'euro, on n'a pas le droit à la planche à Voilà, billets. justement, j'allais venir l'euro. Mais bien sûr, mais la mise en esclavage, elle est là. Parce que l'euro, on n'a pas le droit de faire comme les Américains. Bah, bien sûr, mais ils se sont bien gardés, évidemment. Hein, ils se sont bien gardés. Vous avez un type qui s'appelle Valéry Giscard d'Estaing qui a voté la loi du 3 janvier 1973, Ouais. qui mettait le peuple français en esclavage. La loi du 3 janvier a été passée dans dans l'intégralité des pays européens. Tous les pays européens maintenant sont sous la loi du Ouais, 3 parce que c'est janvier dans le traité 1973 de Maastricht. Maastricht. Entre autres, mais c'était à l'époque, c'était à la Réunion de Nice, je crois qu'il avait fait ça. Et mais les Américains et les Japonais, donc ils fonctionnent de concert, et les Anglais, bien sûr. Donc là, vous retrouvez, si vous voulez, l'empire, quoi. Vous voyez, avec la planche à billets, ils rachètent le monde, et les autres ferment leur gueule. C'est purement scandaleux. On a 360 je sais pas combien de députés, il n'y en a pas un seul. Même Dupont-Aignan, il n'ose pas. Même Dupont-Aignan, il n'ose pas mettre ça sur le tapis. Ah, c'est trop énorme. Oui, vous savez, vous avez un type qui s'appelle Kennedy, hein, Ouais. qui a signé un executive order pour supprimer le privilège de la Fed. Donc il a donné le retour, si vous voulez, d'émettre des dollars qui sont basés sur des pièces d'argent, par exemple. 4 mois plus tard, il est mort. Il est mouru. Indépendamment du fait que c'était le seul président catholique. Oui, aussi. Hein. Non, mais c'est important. C'est important, ouais, c'est vrai que Ça rejoint l'Empire. Ça rejoint l'Empire. Moi, je dis, s'il y a 2 bouquins que vous devez lire, peut-être 3, il y a 777 pour savoir ce qui va se passer. Comprendre l'Empire, bien sûr, ça va ensemble. Et surtout, il y a celui-là. Antal Fekete, le professeur Fekete, le retour au standard or. Ça, vous lisez ça, vous comprendrez toute l'économie. Tout de suite. Ça, c'est le meilleur livre. C'est mon maître à penser d'ailleurs. J'ai eu le plaisir de le traduire. Ça, quand vous aurez lu ça, je veux dire, tous les économistes bidons que vous voyez à la télé, vous éclaterez de rire quand vous les entendrez. Quand vous aurez lu ça. Ça coûte, je sais plus, de 19 ou 21 euros, je pense que ça a dû changer. Mais en tout cas, c'est le meilleur investissement que vous pourrez faire de votre vie en termes de livres. Et en plus, c'est un joli, c'est un joli lingot d'or. Alors, j'ai vu, il y a une question de Charlie Europe. Pardon, mais est-ce que la Grèce ou l'Italie... Alors, j'arrive pas à remonter. Il dit qu'il y a de nombreuses vidéos sur Internet. Ce n'est pas parce que les médias mainstream n'en parlent pas que ça n'existe pas. Vous êtes bien placé pour le savoir. Barre de quoi, j'ai pas compris. Alors, il parle... j'arrive pas à remonter la question. C'est apparemment, il parle de la répression en Grèce et en Italie. Alors, j'arrive pas à remonter sur le truc.
Ah, j'arrive pas à remonter. Bon, malheureusement, en plus, je connais Mais Charles. vous avez plein de...